Bon, on va recommencer euh, la deuxième partie. Donc, pour cette partie de la présentation sur le neurodéveloppement, je vais continuer à aborder un petit peu des questions cliniques, notamment plus en termes de répercussions cliniques des troubles du neurodéveloppement. Et j'aimerais aussi vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire, en tout cas des programmes qui ont été menés et proposés jusqu'à présent, et puis des idées à la fin. N'hésitez pas à me donner et puis euh, partager votre expérience avec ces sujets. Voilà, donc comme vous voyez ici, donc il y a, d'après tout ce on a vu concernant le parcours euh, neurodéveloppemental des enfants, donc avec cardiopathie congénitale dans les sphères neurodéveloppementales, on se rend à l'évidence effectivement qu'il faut cette collaboration entre les professionnels neuro. C'est un terme très, très vaste, mais ça implique les neuropédiatres, ça implique les pédopsychiatres, les psychologues, les orthophonistes et tous les professionnels qui s'occupent de la santé mentale des enfants et des adolescents. Voilà, donc on garde bien sûr cette perspective des collaborations qui me semble vraiment indispensable pour améliorer le pronostic des patients. Et puis, ça peut commencer très tôt dans la vie avec des programmes d'intervention sur la prévention des stimulations sensorielles. Par exemple, on a quelques exemples des études qui ont été menées dans des soins néonataux pour favoriser, par exemple, l'attachement père-enfant, mère-enfant. La diminution du stress dans la soins intensives néonatales, et puis la diminution du stress parental, qui est bien sûr maternel mais paternel également. Sur les troubles, je pense qu'on voit des débuts de résultats qui nous montreraient que c'est un facteur protecteur pour le devenir des patients. Alors, on peut avancer aussi par la recherche clinique. On a développé quelques études, des essais randomisés et contrôlés, qui nous permettront d'aller viser, on va dire, les difficultés les plus courantes de ces enfants, qui sont les problèmes de fonction exécutive, par exemple, de problèmes d'attention. Et on va essayer de mettre en place des programmes d'intervention qui vont permettre à l'enfant ou à l'adolescent de s'entraîner pour essayer de compenser un certain nombre de ces déficits. Pour l'instant, il y a très peu d'études dans le domaine. Il y a une étude qu'on avait lancée à Boston qui avait inclus plus de 160 enfants avec une cardiopathie complexe. On a quelques résultats qui sont pour la plupart positifs, mais qui ne permettent pas, en tout cas, de généraliser pour l'instant les résultats à d'autres aspects de la qualité de vie ou bien du développement global de l'enfant. Donc, voilà, c'est une piste. Il peut y en avoir d'autres types de programmes qui vont viser d'autres compétences neurocognitives, mais voilà, il faut, je pense, avancer dans ce sens-là. Et puis, la collaboration avec les cardiopédiatres me semble absolument indispensable parce qu'on a besoin justement de ce lien qui est créé par vous avec vos patients et qui va nous permettre de justement mettre en place ce type d'initiatives. Et puis, comme je disais, donc, il y avait l'initiative de faire quelque chose qui ne soit pas trop focalisé sur uniquement le neurocognitif, on va dire. On va généraliser à une sorte d'intervention plus ce qu'on appelle holistique. Ça veut dire qu'il va prendre en compte la totalité, ou en tout cas un plus grand nombre de domaines de la vie de l'enfant. Et ici, je vous montre juste à titre d'exemple un essai randomisé contrôlé que nous avons développé avec Pascal Amedro, qui est maintenant financé à un niveau européen et qui va nous permettre pour la première fois de tester l'efficacité de cette intervention neurocardiaque qui va allier
l'aspect des rééducations physiques, cardiovasculaires et l'aspect d'entraînement neurocognitif. Donc, on vise des domaines qui sont très vastes, bien sûr, mais qui font partie intégrante de la prise en charge des enfants et des adolescents. Donc, voilà, c'est un exemple pour dire on essaie de faire avancer le champ de recherche clinique dans ces sens. On sait qu'il y a des capacités de récupération ce qu'on appelle des plasticités neuronales qui sont importantes chez les jeunes et il faut pouvoir les stimuler. Donc, on essaie d'attaquer le problème par différents angles. Voilà, c'est à titre d'exemple ce type d'intervention qu'on peut mener dans la recherche clinique. Alors, on va dire, plus dans la partie clinique des choses, ce que vous voyez donc au quotidien avec vos patients ou futurs patients. Quand on parle de neurodéveloppement, des conséquences neurodéveloppementales, on a tendance effectivement à se focaliser sur le fonctionnement neuropsychologique, est-ce que ça va à l'école, etc. Donc, c'est finalement une perspective, une approche assez académique des choses. Or, on sait très bien que ce n'est pas que ça qui va être affecté dans le développement de l'enfant et qu'on va s'intéresser, comme je l'ai mentionné, par rapport à la santé mentale. On va s'intéresser au développement émotionnel, à l'image de soi. Ça, c'est une question extrêmement importante en psychologie des cardiopathies congénitales. Et puis aussi à tout ce qui tourne autour, finalement, de l'enfant et qui va faire que la récupération, on va dire la prévention va être plus importante. Tout le social, par exemple, l'environnement familial, le fait que les parents sont parfois dans des situations extrêmement stressantes, qui peuvent présenter des troubles eux-mêmes d'anxiété et de dépression face à ces situations particulièrement compliquées pour certains des patients. Et donc, il faut tenir compte de tous ces contextes-là qui sont certainement multidimensionnels et qui vont soit aider, soit empêcher un neurodéveloppement typique chez les patients avec une cardiopathie congénitale. Il y a aussi les facteurs liés à la maladie. Donc, on a vu dans la première partie du cours que certains facteurs liés à la cardiopathie, à la prise en charge, certains facteurs prénataux pouvaient jouer sur le pronostic neurodéveloppemental. Mais il faut voir aussi la relation inverse, c'est-à-dire qu'un fonctionnement neuropsychologique qui va être altéré peut potentiellement porter atteinte également à la santé physique et cardiovasculaire des patients. Donc, on a des rapports qui nous montrent que les patients qui ont des difficultés exécutives, donc qui ont du mal à s'organiser, par exemple, qui ont du mal à planifier, à anticiper un certain nombre de choses, ou qui oublient beaucoup de choses d'un point de vue de la mémoire du travail, vont potentiellement être plus à haut risque de louper des rendez-vous médicaux, de tout simplement oublier les traitements, d'être un petit peu déconnecté du suivi cardiologique recommandé. Donc, c'est vraiment dans un sens bidirectionnel qu'on doit voir ces problèmes neurodéveloppementaux. Alors, comment concevoir le rôle du cardiopédiatre? Alors, je pense que le consensus est très clair là-dessus. Il faut que le cardiopédiatre soit au centre de ce parcours neurodéveloppemental des patients. Vous êtes un des principaux interlocuteurs des patients et de leurs familles, donc bien sûr au centre des recommandations, du suivi, de la surveillance neurodéveloppementale, même si ce n'est pas vous qui allez faire, bien sûr, les examens, le dépistage, et entre autres. Mais je pense que c'est un point de départ qui me paraît absolument indispensable, l'information des cardiopédiatres, et puis bien sûr que vous soyez sensibilisé, familiarisé avec ces questions pour faciliter un dépistage des patients. Donc, ça commence très tôt en réalité. Ça commence vraiment dans un sens d'information préventive en période prénatale. Alors, cette question est un petit peu, je dirais, difficile à aborder puisque on se pose beaucoup la question de savoir, pour vous, cardiopédiatre, quoi dire finalement lorsque vous annoncez une cardiopathie congénitale à une maman ou à une famille. C'est extrêmement compliqué, mais je pense que vu l'état de l'évidence scientifique actuellement, on ne peut pas ne pas le dire, en tout cas le présenter,
Tout va dépendre, je pense, de la façon dont c'est présenté et du moment où c'est présenté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire je vais annoncer qu'il existe un risque neurodéveloppemental, ou qu'il y aura forcément un risque, parce que finalement, on est quand même dans un spectre de présentation qui va être variable. Donc, je pense que la façon dont il faut les concevoir, c'est de dire on va échanger avec la famille à propos de ces éventuelles difficultés neurodéveloppementales, non pas pour leur faire peur, bien sûr, mais c'est pour pouvoir mettre en place un suivi préventif. Et c'est vraiment ça dans l'esprit que j'aimerais faire passer le message. De par mon expérience dans les centres, par exemple, le centre neurocardiaque, des différents centres américains, le fait de pouvoir échanger avec la famille sur les inquiétudes, les incertitudes, euh, ça, ça permet finalement aux familles de pouvoir avoir une planification, une meilleure planification du suivi de l'enfant. C'est de la même façon que vous faites un contrôle cardiologique, par exemple, des échéances régulières, il faudrait pouvoir faire bénéficier les familles d'un dépistage systématique neurodéveloppemental des enfants si on voit la prise en charge de l'enfant dans sa globalité, non pas uniquement centrée sur les cœurs. Ensuite, le dépistage que vous pouvez, en tout cas, proposer et référer, il s'agit vraiment de le faire de façon proactive. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, les familles arrivent déjà avec une problématique établie. Ça s'avère à 5, 6, 7 ans, parfois un peu plus tard. On dit, voilà, on ne sait pas quoi faire. L'enfant est en échec scolaire. Parfois, ils ne vont pas forcément vous dire ce type de choses dans consultation cardiologique, mais parfois, ça ressort. Et je ne dirais pas que c'est trop tard, bien sûr que c'est jamais trop tard pour agir, mais ça aurait été bien de le faire vraiment en amont, dans un travail proactif de dépistage. J'ai tendance à toujours dire, il vaut mieux, disons, dépister quelque chose et dire finalement tout va bien, que de dire bah, on a loupé, on n'a pas fait les choses à temps, on n'a pas mis en place les interventions nécessaires et donc le pronostic sera peut-être moins bon. Et puis également, je sais que vous travaillez beaucoup sur les périodes de transition. Par exemple, ça c'est la transition entre le soin cardiologique pédiatrique et ensuite les soins adultes pour les cardiopathies congénitales. Et ben, c'est ce moment des transitions aussi qui peuvent être utiles pour justement introduire la notion du developmental care. Donc, c'est vraiment de soins neurodéveloppemental qui va permettre aux familles de mieux se positionner et de mieux anticiper éventuellement un certain nombre de difficultés qui peuvent arriver, pas pour tout le monde, mais en tout cas, on est toujours dans l'optique de la prévention. Ah, donc, les repérages précoces, je pense que ça, c'est dans les domaines pédiatriques, lorsque vous avez un doute ou bien de façon systématique, si vous avez la possibilité, il faut les faire de façon vraiment très précoce, donc dès la première année de vie. Il a été prouvé que ce dépistage précoce va améliorer la prise en charge et va ensuite améliorer les pronostics, la trajectoire de développement des enfants. Et puis, ne pas oublier que même si on fait un repérage précoce, que tout va bien et tant mieux, les choses se passent pour le mieux, il faut quand même penser à faire un dépistage qui va être fait à l'entrée à l'adolescence. Encore une fois, c'est des périodes un peu charnières dans la transition de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, notamment en santé mentale, puisqu'on voit une montée assez importante des troubles psychiatriques, justement psychologiques, dépression, ce qu'on a énoncé la première partie du cours, justement à ces moments de transition. Donc, le fait que l'enfant soit perdu de vue, bien sûr, va avoir un effet néfaste, je pense, sur sa prise en charge ultérieure. Donc, encore une fois, il vaut mieux, en tout cas en neurodéveloppement, il vaut mieux avoir une fausse alerte, hein, qui est bien sûr dans beaucoup de domaines, que de passer à côté d'un problème important. Alors, comment faire concrètement? Par où commencer? Donc ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas une réponse unique.
C'est valable dans beaucoup de pays, hein. C'est pas qu'en France. En France, l'avantage, bien entendu, c'est que nous avons un système de sécurité sociale universel, donc qui permet l'accès, en tout cas théoriquement, à l'ensemble de la population pour un certain nombre de services, ce qui est vraiment pas le cas dans les autres pays, notamment en Amérique du Nord. Donc ça, c'est un avantage considérable. Et récemment, le gouvernement, justement, a mis en place une politique de détection précoce des signes de développement inhabituel pour les enfants de moins de 7 ans. Donc ça, théoriquement, les pédiatres, même les pédiatres des villes, les pédiatres des institutions, peuvent être en mesure de proposer ce repérage. C'est des questionnaires, hein, c'est uniquement en consultation. Le pédiatre va revoir un certain nombre de choses avec la famille pour voir s'il y a des écarts qui sont inhabituels de développement. Donc, il y a des signes d'alerte qui vont être déclenchés à partir de ça. Et en général, on arrive quand même à détecter un certain nombre de problèmes voilà, de façon très précoce. Le risque avec ce type de questionnaire, et il faut en tenir compte de choses positives, mais des choses aussi un peu moins positives, c'est qu'on risque, dans les cardiopathies congénitales, de passer effectivement à côté de pas mal de choses, puisque ça reste général et qu'on sait très bien que dans les cardiopathies congénitales isolées, la question n'est pas tellement des gros soucis neurodéveloppementaux extrêmement sévères, mais plutôt moins sévères, mais avec une très forte prévalence. Donc voilà, il faudrait arriver à pouvoir coupler ces types de dépistage avec un dépistage un peu plus précis, on va dire neuropsychologique, qui va nous permettre de regarder ces aspects-là du neurodéveloppement qu'on ne verrait pas autrement de toutes les façons. Et puis, donc là, c'est très important aussi que vous preniez connaissance de ça. Donc, les cardiopathies congénitales complexes opérées font désormais partie des facteurs de haut risque des troubles du neurodéveloppement tels que définis dans cette politique de dépistage précoce. Donc, vous avez plein d'autres critères, on va dire, pour lesquels un enfant peut rentrer dans ces systèmes de repérage précoce neurodéveloppemental, et les cardiopathies en font partie. Donc, je pense que dans l'ensemble, c'est quand même très positif. Je pense qu'il faudrait être conscient des limites et puis, bien sûr, de chercher à l'améliorer. Bon, ça, c'est tout un autre débat, je pense, dans le suivi des patients, mais être conscient des limites, je pense que c'est la première partie. Il faut aussi pouvoir se rendre compte que ce dépistage, dans la plupart des départements français, à ma connaissance, s'arrête à 7 ans. Certaines régions comme l'Occitanie, par exemple, proposent un dépistage qui va jusqu'à 8 ans, mais pour l'instant, c'est un petit peu en essai, donc il faudrait savoir si ça va être généralisé ou pas. Et surtout, on n'a pas encore de dépistage systématique, en tout cas, des troubles de la santé mentale. On a beaucoup de troubles neurodéveloppementaux tels que nous avons vu, mais des troubles émotionnels et autres, c'est un petit peu moins répandu, c'est un peu moins clair, on va dire. Mais il faut toujours le garder à l'esprit puisqu'on sait très bien qu'il y a ces risques très élevés à l'adolescence pour les pathologies cardiaques complexes. Donc là, ici, c'est un exemple de fonctionnement de ces plateformes de coordination et d'orientation de troubles du neurodéveloppement et de TSA, donc le trouble du spectre autistique. Globalement, comment ça se passe? Donc, la première ligne, ça va être des médecins, des pédiatres en France qui vont assurer un repérage très simple de ces signes d'alerte dont je viens de parler. Il y a aussi la PMI, il y a l'école, il y a les réseaux de périnatalité qui proposent ce type de dépistage également. Ça peut être fait également en libéral, hein, j'ai déjà évoqué. Si il y a un signe d'alerte, donc il va passer en deuxième ligne de dépistage vers un diagnostic, un processus de diagnostic. Et là, on va avoir une consultation qui va être spécialisée en neurodéveloppement avec des médecins référents qui vont suivre ces types de difficultés de développement. Ça peut être aussi des professionnels libéraux qui vont être coordonnés par les médecins traitants, par exemple, de l'enfant. Ça peut être aussi des équipes pluridisciplinaires qui vont être spécialisées, les CAMS, par exemple, pour les tout-petits, les CMP, les CMPP,
c'est les centres médico-pédagogiques. Voilà, les centres qui ont une formation et une expertise particulière. J'ajouterai à ça, à cette deuxième ligne, qui n'est pas encore actée dans ces modèles-là, mais qui peut être utile, c'est comment dire, les professions qui ne sont pas médicales, mais qui ont un rôle essentiel à jouer dans le suivi des enfants, notamment le neuropsychologue, le psychologue, les orthophonistes, qui peuvent garantir aussi un suivi très spécialisé pour les difficultés qu'ils rencontrent, donc en fonction de l'état, de la présentation clinique du patient. Ensuite, donc, pour les cas pour lesquels on a besoin d'un diagnostic, donc là, c'est un niveau je pense, de sévérité plus important. On va passer en centre de référence. Et là, c'est des équipes pluridisciplinaires de consultation. Donc, on a le neuropédiatre, le pédopsychiatre, différents types de médecine physique, réadaptation, par exemple, si nécessaire. On a toute l'équipe des santé mentale, donc par exemple le neuropsychologue, psychologue, et puis l'équipe paramédicale, comme les infirmiers de pratique avancée, par exemple, qui peuvent aussi participer, en tout cas, s'ils sont suffisamment formés, à ces types de dépistage diagnostiqué, et puis ensuite, bien sûr, conseiller la famille sur la meilleure prise en charge. Alors, ces modèles-là, c'est un modèle, ce que je viens d'expliquer, c'est un modèle typiquement français et répandu aussi dans les systèmes qui proposent, heureusement, une assurance universelle. Dans les systèmes qui fonctionnent de façon différente, et je voudrais quand même contraster ce système parce que je pense qu'on peut apprendre des deux, et je pense que ce n'est pas forcément un meilleur que l'autre, mais je pense qu'il y a des choses à retenir des deux. Les modèles anglo-saxons fonctionnent un petit peu différemment de part de la structure tout simplement sociale de la sécurité sociale ou du système d'assurance. Et on va voir ce qui arrive beaucoup en Amérique du Nord, au Canada, c'est l'émergence de centres neurocardiaques qui sont inclus dans les services de cardiologie, qui vont avoir une sorte de grosse plateforme de fonctionnement avec la neurologie, avec la psychiatrie, avec la médecine développementale. Donc voilà, qui vont être mais centralisés en cardiologie, pour lesquels ils ont un dépistage qui va être systématique selon une stratification de risque des patients à plusieurs âges. Alors, l'avantage, c'est que les enfants sont directement mis dans ce système de dépistage, en tout cas les enfants qui sont considérés à plus haut risque, et qui, du coup, ça produit beaucoup moins de perdus de vue dans le registre que suit chaque hôpital, chaque centre de référence. Donc, il est évident, bien sûr, que tous les enfants, malheureusement, du territoire, par exemple, en l'occurrence aux États-Unis, ne peuvent pas forcément bénéficier de ces types de systèmes. Cependant, ça permet de vraiment prendre en compte et prendre en charge les cas qui, finalement, sont considérés à risque élevé. Donc ça, c'est les systèmes anglo-saxons. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait pas forcément fonctionner de façon identique en France, mais en tout cas, à mon avis, il faudrait s'en inspirer aussi pour pouvoir proposer un suivi plus rapproché aux patients. Alors, en conclusion, et avant de passer au témoignage familial des familles, donc je voudrais juste finir par quelques messages clés. Donc, déjà, la première chose à retenir, je pense que c'est l'importance des troubles du neurodéveloppement dans les cardiopathies. C'est une des morbidités les plus importantes, les plus répandues sur le long terme, surtout pour les cardiopathies complexes. Il faut savoir que le retard intellectuel, les déficits sensoriels ou les polyhandicaps, quand même, sont très rares pour les cardiopathies qui ne sont pas syndromiques. Hein. On n'a pas du tout comment dire, c'est pas l'annonce d'un handicap qu'on va faire en général, c'est plus des troubles du neurodéveloppement spécifiques qui sont quand même très fréquentes. Donc, c'est fréquent, c'est un peu moins sévère, si on peut le considérer comme ça, même si ça affecte la qualité de vie, mais ça a une autre prévalence. Et enfin, donc, pour vous particulièrement, donc, je pense que les cardiopédiatres, le message vraiment, c'est que ce serait idéal et c'est vraiment nécessaire que vous soyez impliqués activement dans l'information des patients, dans la rédaction des recommandations, par exemple des suivis et des surveillances des troubles
neurodéveloppementaux et puis bien sûr dans l'accompagnement, en tout cas faciliter l'accompagnement des familles tout au long de ces périodes critiques qu'on a vues au tout début. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vais laisser la parole à, à Audrey. Je ne sais pas si Audrey, tu es connectée? Oui, je suis connectée. Est-ce que vous Parfait. m'entendez bien? Oui, on Ok, t'entend. super. Hop, je vais tenter du coup le partage d'écran. Voyez-vous mon écran? Ouais? Ouais. Ok, c'est parti. Déjà, un grand merci de me recevoir parmi vous, du coup, pour parler effectivement du parcours d'Anaï, ma fille. Donc, moi, je m'appelle Audrey Le Paré-Tagnard. Pour la petite histoire à me présenter, je suis responsable communication et marketing d'une entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, je fais voilà, ma présentation en direct du boulot. Ça résume bien le parcours aussi ces dernières années, où il faut tout mener de front, n'est-ce pas? Et c'est pas peu dire. Donc, l'idée, c'est de parler du parcours d'Anaï, ma fille, qui a bientôt 6 ans. Euh, Elle est née, Anaë, en août 2016. Et alors, j'ai mis quelques éléments un petit peu techniques pour vous, voilà, parce que forcément, vous comprendrez, je pense, bien les éléments que je vais vous donner. Et je pense que c'est une concordance d'éléments qui entraîne la situation dans laquelle est Anaë aujourd'hui et ce qu'on doit réaliser avec et pour elle afin de l'aider. Mais du coup, Anaë n'a pas eu une naissance tout à fait classique. Hein. Elle est née prématurée, mais pas grande préma, je tiens à le préciser, avec un retard de croissance. Elle faisait 2 kg, 42 cm à la naissance. Rien de dramatique, ça s'est réglé d'ailleurs relativement vite sur les premiers jours. Toutefois, assez vite après sa naissance, il y a eu des premières difficultés qui sont arrivées. Une prise de poids difficile, RGO, enfin un peu la totale pour un tout petit bébé de cet âge-là. Et un côté un peu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il se passait quelque chose, on ne savait pas encore mettre les mots sur quoi. Voilà, une naissance un chouï complexe, vous l'aurez compris. Et puis, il y a une bascule qui arrive assez vite, hein, parce que c'est en octobre 2016 que cette bascule arrive, donc elle avait environ 2 mois, avec une découverte que je vais appeler brutale de sa cardiopathie. En fait, pour la petite histoire, elle venait d'être vaccinée par son médecin généraliste qui, avec nous, se posait des questions sur le fait qu'elle mangeait mal, etc., etc. Mais bon, la généraliste a quand même décidé de la vacciner ce jour-là, par précaution. Et puis, ça a entraîné un déséquilibre, tout simplement, pour Anaï, qui avait une cardiopathie, mais nous ne le savions pas, évidemment, à ce moment-là. Donc, tout a basculé en quelques heures, en une nuit, en gros. Elle a été hospitalisée en réanimation, stabilisée en service de cardiopède au CHU de Lille. Donc, elle a fait un Roubaix-Lille, voilà, en catastrophe pour la stabiliser. Et puis, elle a bénéficié quelques jours après d'une chirurgie palliative en urgence à Marine-Lanoux, donc un cerclage de l'artère pulmonaire. Le docteur Lee, pour ceux qui le connaissent, a procédé à cette opération. Et alors, du coup, si on veut parler de la cardiopathie d'Anaï, vous compreniez de quoi on parle. Anaï avait une CIA, CIV, dont une CIV très large en apicale, donc particulièrement mal placée. Enfin, je suis profane, mais voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre du coup pour pouvoir l'opérer dans de bonnes conditions. Donc le cerclage, c'était pour ça, c'est parce qu'elle était trop petite et trop fragile du coup pour pouvoir l'opérer tout de suite quand on a découvert la cardiopathie. Presque un an après, on part pour l'opération réparatrice. Donc, il y a une première exploration qui est réalisée par cathétérisme qui amène à une tentative, pour le coup, pour réparer la CIV, mais ça ne fonctionne pas. Et quand je vous dis ça, c'est important pour la suite, du coup, avec évidemment intubation, etc., etc. Voilà. Donc, à chaque fois, les temps assez longs pour Anaï, en réa, etc. Et tout ça, ça compte, je pense aussi, Johanna, pour la suite des événements, forcément, parce que là, on parle de plusieurs épisodes, de plusieurs opérations, de plusieurs temps d'intubation. Voilà. Et puis, du coup, une seconde opération qui a lieu dans la foulée, avec donc la réussite le 21 juin 2017 de l'opération réparatrice. Alors, elle a été réalisée à Marie-Lannelongue par les docteurs Lee et Asquet, donc en parallèle. Retrait du cerclage et puis un cathétérisme direct, du coup, avec une prothèse en Platzer qui a été posée pour réparer cette CIV. S'ensuit pour Anaï seulement à ce moment-là, évidemment, les hospitalisations, mais par la suite aussi. En fait, on fait le choix. Alors,
un peu au contraire de ce qu'on nous conseille, hein, de ce que du coup vos collègues cardiopédiatres nous conseillent à l'époque. On nous conseille plutôt de la protéger, d'éviter voilà, de trop la mettre en collectivité, etc., pour éviter les maladies. On tient un temps et puis très vite on sature. On se rend compte qu'on n'est pas dans le bon tempo, que ça ne peut pas fonctionner ni pour nous ni pour elle. On commence à comprendre qu'elle cumule déjà des retards pour marcher, etc. Enfin voilà, tout se cumule et du coup on décide et on fait ce choix de lui faire reprendre une vie un petit peu plus normale pour elle comme pour nous. Donc elle réalise une entrée en crèche. Évidemment, effectivement, c'est compliqué hein, et on le paye très vite, très cash, avec des séjours très réguliers à l'hôpital pour infection, autres virus, et puis la totale avec une septicémie, une endocardite et une hospitalisation à domicile pendant plusieurs semaines. Pareil, tout ça, j'en parle parce que ça compte forcément au final dans le tableau. Hein. Voilà, elle a été beaucoup hospitalisée, Anaë, au-delà des opérations du coup de réparation. Et puis je tiens à préciser, voilà, c'est un petit clin d'œil, mais je pense que vous le savez, vous le verrez dans vos pratiques, les parents et les patients sont des battants généralement, et tout ça se fait avec le sourire, même si c'est difficile. Voilà, on est dans un processus un peu guerrier. Hein. Moi, j'ai cette tendance parfois à en parler, mais en tout cas pour nous, c'était ça. Hein. C'est un combat qu'on mène toujours. Et ça, peut-être qu'on s'y attendait pas vraiment, pour le coup, à continuer à être dans ce combat. Parce que là, on parle du combat médical que vous connaissez particulièrement bien, mais c'est la suite qui est compliquée. Et c'est tout ce que ça implique aussi pour nous qui est compliqué. C'est qu'en fait, pour Anaï, tout va prendre plus de temps et aussi nécessairement pour nous et elle, beaucoup de patience. Anaï a été propre tard, a appris à marcher tard, les premiers mots sont arrivés plus tard. En fait, tout ça, globalement, pour vous donner une idée, hein, avec 1 an à 18 mois de décalage par rapport à sa classe d'âge. Et ça, on s'en rend compte, en gros, petit à petit. C'est pas évident tout de suite. C'est pas évident tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on ne nous sensibilise pas, en fait. On ne nous explique pas ce qui nous arrive. On est même plutôt sur une tendance, pour les cardiologues et les personnes qui nous suivent, en tout cas au départ, jusqu'au 1 an et demi d'Anaë, et juste après l'opération, à nous dire c'est super, son cœur est réparé, l'opération est une réussite, vous allez pouvoir avancer sereinement. On ne nous parle pas du tout de ce qui est possible au regard de son parcours complexe, des nombreuses opérations, des difficultés qu'elle a pu rencontrer, intubation, etc. On ne nous parle pas de cette possibilité qu'elle ait des problèmes pour un peu tout. Et on comprend en fait très vite et très seule, pour le coup, j'aurais pu ajouter très seule, qu'elle va avoir besoin d'aide. Et moi particulièrement, alors pourquoi ? Je sais pas, je suis faite comme ça, je me rends vite compte qu'Anaï, ça va pas. Voilà, il n'y a rien qui va. Et ce qu'on me dit en face, il faut de la patience, il faut du temps, c'est normal, elle va être forcément un petit peu décalée, vous inquiétez pas. Dans ce souci certainement de nous rassurer, de ne pas nous en rajouter, parce qu'on vient de gagner un combat. Alors, les médecins en face de nous, on sent bien, ne veulent pas nous en rajouter. Alors qu'en fait, nous, on veut juste comprendre et avoir la vérité et comprendre comment aider Anaï. Et en fait, je décide alors, seule parce que le papa a eu un peu plus de mal à ce moment-là à comprendre aussi ce qui se passait. Je décide seule que c'est pas possible, que ce qu'on nous dit ne peut pas suffire et que moi, je comprends très vite, alors en faisant mes propres recherches, pour pas vous le cacher, du coup, je recherche, j'essaie de comprendre ce qui se passe. J'ai la chance de savoir lire l'anglais, donc du coup, je trouve du coup des domaines de recherche qui touchent à ça et je me dis, ok, on est peut-être en fait c'est peut-être normal, mais par contre, il nous faut de l'aide. Donc, on tape à la porte. Personnellement, je tape directement à la porte du CAMS. C'est pas banal, hein, mais voilà, j'y vais directement. Donc, CAMS de Roubaix, ils me voient arriver surpris et en même temps, je sais être convaincante. Donc, voilà. Et du coup, je leur explique qu'Anaï a une cardiopathie congénitale, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on a besoin d'aide et qu'on a besoin d'une évaluation. Et bon, j'ai de la chance parce que pour le coup, effectivement, ils nous écoutent et ils acceptent du coup d'évaluer Anaï très vite et de lui faire les premiers rendez-vous. Vous avez Johanna qui vous a très bien expliqué tous les rendez-vous qui sont possibles du coup sur ce type de plateforme. Et donc, on a la chance du coup là de rentrer dans un système qui nous permet de comprendre ce qui se passe et de poser les mots. On a aussi l'association Petit Cœur de Beurre
qui est une top association voilà, pour accompagner les parents d'enfants qui ont les cardiopathies congénitales, qui nous aident à comprendre et à faire la part des choses. Et à comprendre que oui, c'est normal ce qui nous arrive, c'est pas banal, c'est OK, Anaïs, un cas un peu plus poussé que ce qu'on voit de manière générale, mais que en fait, ce qui nous arrive n'a rien d'anormal. Et donc, tout ça est concomitant avec le fait que à l'école, elle entre à l'école, et là, tout est difficile. Et là, ça se ressent plus à l'école. Mais heureusement qu'on l'a compris avant, c'est-à-dire qu'on a pu sensibiliser l'école et on a pu commencer à travailler avec eux sur une réaction rapide à ce qui se matérialise, du coup. C'est-à-dire troubles du comportement, difficultés de concentration, grandes difficultés en motricité fine, etc. Et là, en fait, avec l'école, on se dit que de toute façon, on doit encore accélérer. Et que le bilan posé du CAMS et le fait que même au CAMS nous disent bon, ça va peut-être juste prendre un petit peu plus de temps, eux aussi sont quand même encore dans ce cas-là, et on se rend compte qu'en fait non, ce ne sera pas suffisant et qu'il faut aller plus loin. Donc avec pour le coup le CAMS, mais pas seulement, on décide effectivement de pousser, de remplir un dossier MDPH, d'aller chercher une reconnaissance handicap, donc de poser des mots qui font mal, qui font clairement mal à un parent qui vient de sortir d'un parcours pour la vie et qui se rend compte, pour la survie, et qui se rend compte qu'il va devoir partir dans un parcours pour la vie, une vie la plus normale possible. C'est loin d'être facile, mais je pense que ce qui a été le plus difficile encore, c'est que on n'ait pas été sensibilisé à ça avant et qu'on ait dû nous-mêmes se rendre compte des choses tout seul, sans avoir d'alerte. Voilà. Donc là, du coup, on se rend compte tout seul de tout ce qu'il va falloir mettre en place, orthophoniste, etc., etc. Je vous expliquerai après ce dont bénéficie Anaïs en ce moment. Et pour le coup, tout le monde se mobilise, plutôt sous notre impulsion. Encore une fois, là, c'est plutôt le parent, la cellule familiale, je vais le dire comme ça, qui est coordinateur des soins. Je le dis vraiment comme ça parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que je le vis encore aujourd'hui, clairement. C'est sous notre impulsion qu'il se passe des choses. C'est sous notre impulsion qu'on fait travailler un tel et un tel ensemble. C'est sous notre impulsion qu'il y a une forme d'accompagnement global qui se met en place pour Anaïs. Et ça, personnellement, je ne trouve pas ça normal. Et on a cette chance d'avoir une cellule familiale qui permet de faire ça. On a des connaissances, des parcours, des études aussi qui nous permettent d'avoir du coup cette facilité à ce type de coordination. Je vous laisse imaginer pour les familles qui sont plus en difficulté du coup sur ces sujets-là et qui se sont très certainement perdues. Pour le coup. On a la chance aussi de tomber dans une bonne école où elle est très bien entourée, avec des gens qui comprennent aussi ce qu'il faut mettre en place pour elle. Anaïs, aujourd'hui, elle a presque 6 ans. Le dispositif pour l'aider, il est costaud. Elle est en progrès constant, Anaïs. Donc voilà, ça c'est aussi chouette parce que tout ce qu'on met en place donne du résultat. Et pour vous nous donner une idée du coup de ce qu'on met en place en ce moment, là, on a obtenu un renouvellement de l'ESH pour elle jusqu'en 2026, ce qui est assez rare dans ce type de dossier. Je peux vous dire que pour le coup, j'ai monté un dossier très costaud pour pouvoir obtenir quelque chose de sécure pour les années qui viennent, parce que sachez que les dossiers de reconnaissance handicap pour les enfants, généralement, on a 2 ans de longueur de vue, et il faut faire des dossiers de manière très régulière, du coup, et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à tout le monde, donc c'est beaucoup d'administratif pour avoir l'aide aujourd'hui, même si on a un super système. Pour le coup, il est très pesant aussi pour les familles. On a demandé et obtenu un maintien en grande section pour Anaïs, donc pour lui permettre, on l'espère, d'arriver en CP dans de meilleures conditions. Elle a un suivi qui se fait complètement en libéral, orthophoniste, ergothérapeute, neuropsy et autres appuis quand on en a besoin. On a choisi de faire tout ça en libéral parce qu'aujourd'hui, ce qui est proposé par les plateformes type CAMS, CMP, CESAD, etc., sont très compliqués pour les parents des enfants qui sont porteurs de handicap parce que c'est des rendez-vous en semaine, pendant les horaires de travail. Ça nécessite aussi du coup généralement de retirer l'enfant de l'école pour l'envoyer sur ses rendez-vous. Quid de l'intérêt, on retire l'enfant de la structure scolaire où il apprend pour aller l'envoyer sur un rendez-vous de spécialiste. Bon, moi, ça me pose question. Donc, on a effectivement choisi de tout faire en libéral. Aussi, tout simplement, parce qu'on mène de front carrière à temps plein et accompagnement de notre fille. Voilà. Et c'est vrai que c'est
beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et encore une fois, tout ça, on ne s'y attendait absolument pas. Donc, il a fallu, du coup, qu'on s'organise comme on peut, clairement, pour nous, pour nos familles, et évidemment, pour que ça se passe le mieux possible pour Anaï. Et donc, après le CAMS, là, parce que ça se termine, le CAMS, parce que c'est jusqu'à 6 ans, du coup, là, on a un rendez-vous en CMP à la rentrée. On a obtenu un accord pour le CESAD. Bon, j'aime autant vous dire que de toute façon, il y a en ce moment par ici, sur la région lilloise, plus de 2 ans et demi d'attente, et que Anaï ne rentre dans aucune case. Parce que ça aussi, je pense que vous en avez parlé depuis ce matin, les enfants qui ont des troubles suite à une cardiopathie congénitale ne rentrent pas dans les cases aujourd'hui de ce qui se fait en termes de suivi. C'est pas lourd ce qu'elle a, mais c'est global et ça touche un petit peu à tout. Alors, Johanna, vous avez parlé des émotions, la gestion des émotions, c'est un des gros soucis, par exemple, pour Anaïs. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en charge dès maintenant parce qu'effectivement, si on ne s'en occupe pas, quid dans quelques années et notamment à l'adolescence. Donc, mais du coup, ça touche à tout sur son parcours et sur ses possibilités pour avancer. Je vous remets cette phrase, pour le coup, que j'avais déjà partagée sur une autre présentation. Le présent accouche, dit-on, de l'avenir. En gros, on a fait un choix, et j'ai fait un choix de regarder les choses en face, et même si c'est très difficile, pour le coup, vraiment. Parce que quand on sort effectivement du parcours de survie, et qu'on se rend compte qu'en fait, le combat est loin d'être terminé, c'est difficile. Mais n'empêche, c'est en regardant les choses en face qu'on peut du coup trouver des solutions pour voir s'éclaircir l'avenir et la suite. Et c'est ça, moi, que je voudrais passer comme message, c'est je comprends pourquoi on a cherché à nous protéger ou que parfois on nous a un peu parlé par omission ou que quand je demandais au cardiologue de m'expliquer pourquoi Anaïs avait un tel décalage, etc., on ne rentre pas dans les détails avec nous ou on s'arrête et on ne nous parle que du cœur qui est réparé, etc. Je comprends pourquoi, voilà. Mais sauf qu'en fait, du coup, pour nous, et en termes d'acceptation, tout a été plus difficile. Voilà, il a fallu qu'on comprenne tout seul, il a fallu qu'on fasse des recherches tout seul, il a fallu… Et j'ai parfois un peu l'impression, moi, d'avoir été trompée. Voilà, et qu'on n'a pas voulu nous dire les choses. Et c'est dommage. Voilà, alors parce que peut-être c'était une crainte de nous faire peur, de nous faire comprendre que la cardiopathie ne s'arrête pas qu'à la réparation du cœur, mais que ça va au-delà, ou pas. D'ailleurs, parce que pour d'autres enfants, tout se passe très bien, finalement. Mais je pense que si on avait su, ça aurait été moins violent. Et aujourd'hui, je suis capable de vous en parler avec du recul. Anaïs a 6 ans, je suis capable de ne pas pleurer en vous en parlant, ne pas, voilà. Mais je peux vous dire qu'il y a quelques années, c'était pas du tout la même histoire. Voilà, c'était beaucoup plus difficile, beaucoup plus d'émotions. Et aussi, du coup, je pense que tout ça, on l'a transmis à Anaïs. Nécessairement. Alors que si on avait été aidé, accompagné avec une prise de recul dès le départ sur ce qui pouvait nous arriver, très certainement qu'on l'aurait nous-mêmes mieux géré et du coup peut-être fait moins passer aussi cette angoisse à Anaïs. Voilà pour mon message pour vous aujourd'hui. Merci 1000 fois d'être intervenue, Audrey. Mais de rien. C'est Pascal Amédro. Oui. Donc, je vais juste faire un petit commentaire. C'est la première fois, effectivement, qu'on parle de neurodéveloppement dans un enseignement académique de notre spécialité, de cette façon-là. On n'était peut-être pas prêt avant pour le faire. On a senti qu'aujourd'hui, c'était nécessaire. Et vous êtes la jeune génération de ceux qui vont vivre probablement l'ouverture des cliniques neurocardio sur notre territoire, comme ça peut être fait dans les pays anglo-saxons, en particulier à Boston, là où a travaillé Johanna Calderon, elle a dû vous en parler. Et alors, pourquoi il y a ce problème en France? Peut-être je vais faire des redites par rapport à ce que Johanna a dit, j'en suis désolé, mais c'est important de le redire. C'est que la prématurité, par exemple, il y a eu le plan périnatal pour les pédiatres que vous connaissez bien, qui a abouti à la prise en charge des anomalies du neurodéveloppement chez les nouveau-nés prématurés. Et on peut regretter que les cardiopathies congénitales, alors que finalement beaucoup de similitudes entre les deux types de patients se sont très vite manifestées dans les travaux de recherche, ceux de Johanna il y a 10 ans, par exemple. Pourquoi nous, les cardiopédiatres, on n'y est pas arrivés?
Et Audrey, en fait, elle met le doigt dessus en tant qu'association de patients et maman elle-même, parce qu'elle n'a pas eu de réponse. Mais elle n'a pas eu de réponse parce que nous n'étions pas formés. Ma génération n'est absolument pas formée à parler de neurodéveloppement et de troubles du neurodéveloppement à des parents. Et la problématique qui est dans notre spécialité, qui n'existe pas du tout dans la prématurité, c'est que nous, l'annonce diagnostique, elle se fait à 80%, 90% en prénatal. Et qu'il est très difficile sur le plan éthique, dans le contexte de la loi française liée à l'interruption de grossesse, d'annoncer une cardiopathie congénitale complexe à une famille, et en plus d'annoncer, même dans un monde idéal où on est très bien formé, d'annoncer des potentielles séquelles neurodéveloppementales sans qu'on parte immédiatement dans une décision d'interruption de grossesse. Donc les cardiopédiatres qui non seulement n'étaient pas formés à cette thématique, et en plus qui étaient coincés par le fait que derrière, il y allait avoir potentiellement une interruption de grossesse, ont été paralysés par ça. C'est ça qui s'est passé dans notre pays. Et aujourd'hui, il faut que nous, les enseignants, et vous, la jeune génération, vous fermiez la porte à ça. Ça a été une erreur, mais on était dans une autre époque. Et que vous disiez, je pense que Johanna a dû le dire, j'imagine, en fait, on est dans du soin et on peut tout à fait annoncer une cardiopathie congénitale complexe et dire, bah voilà, il va y avoir tant de chirurgie, il va y avoir des cathés, il va y avoir un parcours patient particulier. Dans ce parcours patient, il va y avoir peut-être ou peut-être pas des troubles du neurodéveloppement. Le QI de votre enfant sera probablement normal. Ça, c'est important de vulgariser ce message quand on est cardiopédiatre. Moi, je ne suis pas neuropsychologue, donc je n'irai jamais sur le terrain de quelque chose de complexe, mais je dis, le QI de votre enfant, parce que ça, les gens le comprennent, sera probablement normal. Mais par contre, avec tout son parcours, il est possible qu'il ait un peu plus d'anxiété que d'autres, un peu plus de difficultés à l'école, il sera meilleur dans certaines choses et moins bon dans d'autres. On doit, en tant que cardiopédiatre, savoir manipuler les résultats de la recherche promue, par exemple, par quelqu'un comme Johanna Calderon. On doit se l'approprier. C'est pas simple, et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité que des gens très experts comme Johanna vous fassent cet enseignement, mais que des gens moins experts, mais qui le deviennent, les parents, vous donnent leur point de vue. Et là, la balle est dans votre camp, parce que nous, on n'a pas vu ça, on n'a pas été formés comme ça, mais vous n'aurez même pas le choix. Quand vous serez cardiopédiatre, on aura l'obligation d'informer le parcours patient, la potentialité d'anomalie du neurodéveloppement. Il ne faut pas se laisser coincer par ce mauvais argument de l'interruption de grossesse, je pense. Il faut rester droit dans ses bottes. Quand on a une chirurgie de fond de temps avec 3 interventions, ça nous empêche pas de dormir, de proposer ça à des gens, hein. Et donc, il faut aussi se dire que dans ce parcours complexe, il peut y avoir des anomalies du neurodéveloppement. Voilà, moi, c'est mon message un peu personnel que je voulais donner en tant que cardiopédiatre, et je suis pas expert de ça. Et puis après, je vais peut-être, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et j'aimerais aussi que Caroline Ovart, elle intervienne parce que c'est Marseille est le premier centre à avoir ouvert la clinique neurocardio cette année. Nantes est en train de suivre. À Bordeaux, évidemment, on va suivre aussi. L'arrivée de Johanna en France, c'est une énorme chance parce qu'elle est chercheuse et elle arrive avec la possibilité de nous donner des informations plus fines que celles qu'on connaît. Et donc, Johanna, maintenant, va prendre son bâton de pèlerin et aller voir votre génération pour vulgariser la neuropsychologie pour des cardiopédiatres. J'allais dire la neuropsychologie pour les nuls. Je suis désolé, Johanna. Mais c'est un peu ça, je pense, le message. Et voilà, on n'avait jamais fait d'enseignement académique dans notre spécialité. Maintenant, c'est dans la FST, c'est dans le DU, voilà, depuis cette année. Et c'est pas en 2 heures que vous allez évidemment vous approprier le sujet. Mais en tout cas, c'est une bonne introduction. Donc, merci 1000 fois, Johanna et Audrey, d'avoir relevé ce défi-là, de parler à des gens qui... alors, eux, ils sont sensibles quand même parce qu'ils en entendent parler déjà, hein, mais c'est les plus vieux qu'il faut peut-être un peu convaincre. Est-ce que vous avez des questions? Et puis, je passerai la parole aussi à Caroline, si tu veux dire comment ton expérience... Oui, j'ai juste... alors, mon expérience, oui, je veux bien vous expliquer qu'en effet, on a ouvert une clinique de neurocardio. Ce sur quoi je voulais insister, et c'est assez évident, c'est qu'on ne peut faire ça que si on est entouré de spécialistes non cardiologiques pour le faire. Sinon, on a pu ouvrir cette clinique à Marseille, c'est parce qu'on a une neuropédiatre qui est vraiment spécialisée là-dedans et qui
est parti 2 ans le faire à Montréal, qui est très motivé par les cardiopathies, le neurodéveloppement. Voilà. Et puis, et donc, il faut vraiment arriver à trouver dans les équipes neuropsychologiques autour de soi des partenaires qui vont vous aider, parce que c'est pas nous les cardiologues, même si on peut commencer à parler aux parents et on doit, nous, en premier intervenant, aborder le sujet. Après, on a forcément besoin de spécialistes et de motiver des spécialistes pour aller se former dans ces domaines-là. Et un autre message pour ceux qui sont congénitalistes adultes, ça n'est pas une affaire de pédiatrie. Hein. Le neurodéveloppement, ça entraîne aujourd'hui des patients qui manquent énormément d'autonomie. Hein. Pour ceux qui voient les cardiopathies congénitales, vous voyez l'impact sociétal de la cardiopathie congénitale complexe, et parfois même pas complexe, en termes d'études, de chômage, de dépendance, d'anxiété et de stress, parce que ce sont des gens qui, encore une fois, pour la majorité, ont un QI normal, mais sont victimes au quotidien de ce handicap caché. Moi, c'est comme ça que je le trouve, que je le définis, et qui vont être en marge de la société à cause de ça, alors que leur cardiopathie, dans la majorité des cas, est réparée. Et donc, ils souffrent plus de ça que véritablement de leur cardiopathie pour certains. Donc, les congénitalistes adultes, là, c'est un travail considérable, vont devoir aussi s'occuper de cet aspect-là chez eux. Là, il reste beaucoup à faire hein, au niveau social, assurance, soins, spécialistes, etc., etc. Tout à fait. Est-ce que les 40 étudiants qui sont sur Zoom ont des questions? Et voilà, ils sont affichés là. Ils sont nombreux. Hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle, mais il y en a pas beaucoup. Il y a 43 personnes sur le Zoom. Je voudrais juste insister sur le fait de la notion de prévention, vraiment, parce que je pense que souvent, quand on parle de tout du neurodéveloppement, on arrive à un stade où finalement, c'est déjà plus ou moins installé. Donc, je pense que c'est important de concevoir, comme tu disais, Pascal, vraiment une notion de prévention, mais sur la vie entière. Donc, une perspective vraiment lifespan où on va vraiment dépister des choses au fur et à mesure qu'elle se présente ou au fur et à mesure où les risques seraient plus importants. Donc ça me semble vraiment une notion importante et d'où l'importance de parler aux familles, je pense, de cette notion de risque suffisamment tôt, d'anticiper un parcours meilleur, en tout cas, qui optimise la trajectoire de développement pour ces patients. On est d'accord, Johanna, et nous, on est déjà aujourd'hui avec les spécialistes qui suivent Anaïs sur son parcours dans les années qui viennent. C'est-à-dire, OK, là, elle va être maintenue en grande section pour potentiellement réussir un CP un petit peu plus classique, mais on est déjà sur le coup d'après. C'est-à-dire qu'on est déjà dans l'adaptation, la prévention, la réflexion sur, OK, aujourd'hui, on connaît l'état de son neurodéveloppement et il faut qu'on le suive petit à petit et qu'on s'adapte et qu'on l'accompagne pour quelle est la meilleure suite possible scolaire et puis évidemment derrière pour son adaptation à la vie sociale classique, mais on sent que c'est déjà là en fait et on bosse déjà là-dessus. C'est dès maintenant. Absolument. Prends le micro, si j'ai un micro à côté, allume-le. Voilà, appuie sur on. On a une question dans la salle. Si, c'est bon. Je comprends très bien le fait de prévenir et je trouve ça très bien, mais en effet, nous, on n'est pas trop formés, notamment en neuro, surtout quand on vient d'un parcours de DES de cardio, à repérer des signes un peu précocement et tout ça chez l'enfant. Et donc, si on repère éventuellement des choses, à qui on adresse ces enfants, dans quel délai, pour pouvoir un peu adapter au mieux et prévenir, comme vous dites, les troubles éventuels qui pourraient apparaître. Oui, je comprends tout à fait la question. Effectivement, je pense que il ne s'agit pas pour le cardiopédiatre de faire vous-même les examens de dépistage. C'est vrai que ça fait partie d'une expertise qui va être différente. Oui, tout à fait, Audrey. Il faut écouter les parents, absolument. Je pense aussi à qui référer. Alors, dans un premier temps, ça va dépendre de la problématique que vous repérez, bien sûr. Je pense que le médecin de première ligne, le pédiatre qui va voir l'enfant,
l'enfant, qui va suivre l'enfant, peut faire un certain nombre de dépistages dans un premier temps, et puis qui va pouvoir référer l'enfant vers les professionnels les plus adaptés pour continuer donc l'exploration des troubles. Je pense que ça serait la première étape. Si on disposait, par exemple, d'un centre neurocardiaque répandu, on va dire, dans différents centres français, la question serait traitée de façon très différente, puisque l'enfant rentrerait directement dans ces systèmes de soins qui seraient, on va dire, un parcours normal pour les familles qui seraient considérées à plus haut risque selon les recommandations internationales. Donc, je pense qu'on va tendre vers ces modèles, en tout cas dans certaines mesures et pour un certain nombre de patients qui pourraient bénéficier davantage de ces dépistages systématiques sur place, sans forcément besoin de courir à droite à gauche pour trouver les bons professionnels, mais qui seraient centralisés en service des cardiologies, comme par exemple c'est fait dans la plupart des pays anglo-saxons. Du coup, je rebondis pour compléter un petit peu ta question, pour être très concret, en France, en attendant que Johanna monte les cliniques neurocardio partout, on s'est dit il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc, on a contacté les réseaux de périnatalité, ces fameux réseaux qui ont été mis en place pour prendre en charge les prématurés. Et on a fait une sorte de listing de cardiopathies les plus à risque, on va dire. On a travaillé avec Johanna là-dessus et d'autres, Béatrice Desnous à Marseille. Ils ne peuvent pas prendre tous nos malades, clairement. Il n'y a pas les ressources. On s'appuie énormément des fameuses recommandations sur les malades les plus à risque que Johanna a dû vous montrer ce matin, je pense, cette fameuse diapo, où, grosso modo, pour faire simple, les syndromiques ou les handicapés les plus lourds avec comorbidité en plus de la cardio, on les envoie au CAMS, et tous les autres, à risque, on les envoie dans les réseaux de périnatalité. Si tu veux une réponse simple, demain, c'est ça. Et ensuite, plus tard, ce qu'on aimerait, par la recherche et par les soins, c'est de créer des antennes neurocardio, mais il y a 25 centres de compétences en France. Avant qu'il y ait 25 cliniques neurocardio en France, ça ne va pas être demain. Donc, pour l'instant, c'est ça la solution que tu as. Et si je peux me permettre, du coup, quand je disais effectivement, il faut écouter les parents en réponse, voilà, je me souviens bien de ces moments où on est en face du cardiopédiatre, parce qu'on le voyait souvent au départ, évidemment, et où je m'exprime moi beaucoup et où je disais, je ne comprends pas, je sens que là, elle est en retard, elle ne marche pas, etc. Et il ne réagissait pas. Voilà, est-ce qu'il n'écoutait pas? Mais il y a ce temps, effectivement, où vous pouvez, vous, être dans le questionnement et du coup, sans pousser et sans faire les examens parce que ce n'est pas votre job. Par contre, c'est le moment où vous pouvez dire aux parents, écoutez, oui, effectivement, dans le cadre de cardiopathie, on le sait, c'est une possibilité qu'il y ait des troubles du neurodéveloppement. Je vous conseille, du coup, d'en échanger avec pédiatre ou d'aller plus loin. Mais je pense que aussi la clé aujourd'hui, le temps que tout ça se mette en place, c'est dans l'écoute active, quoi. Et ne pas laisser le parent juste vous dire bah oui, je sens que là, je ne comprends pas, elle a déjà, je dis n'importe quoi, 18 mois, elle ne marche pas, ça n'a pas un lien avec la cardio. Faites le lien vous-même, quoi. Allez-y, n'ayez pas peur, on est capable d'encaisser. Audrey, est-ce que tu en avais parlé, Audrey, à ta pédiatre ou ton pédiatre? Alors oui. Ah, moi j'en parlais clairement à tout le monde, mais en fait je sens une bascule moi ces 2 dernières années sur la connaissance et la reconnaissance du coup autour de la cardiopathie congénitale et de ses conséquences. Mais quand c'est arrivé du coup il y a 5 ans que vraiment les problèmes du coup sont apparus pour nous, c'était encore très fragile tout ça et du coup il n'y avait pas vraiment de répondant, voire même plutôt c'est normal et puis ça va passer. Voilà, et puis il y aura juste un petit décalage, c'est pas grave, ça va se régler. Aujourd'hui, c'est plus traité de la même manière et l'écoute est plus la même. Et du coup, là, pour moi, votre rôle majeur, il est là, c'est de ne pas laisser le parent sans réponse là-dessus et du coup, à votre niveau, d'orienter et de dire, bah oui, vous avez raison, chers parents, il y a peut-être quelque chose, allez-y. Et encore une fois, ça, je tiens à vous dire, en fait, n'ayez pas peur de dire les choses. Aux parents, en fait, on est capable d'encaisser beaucoup de choses. Ouais, je tenais juste à le dire ça, pour le coup. Non, mais c'est un message essentiel, Audrey. Ouais. Vraiment, c'est fondamental. Il y a une étude pour corroborer ce que tu dis, très scientifique, qui a montré que le discours du cardiopédiatre, qui était bienveillant, traitez-le comme un enfant normal, ça c'est bienveillant, tout va bien, traitez-le comme un enfant normal, était pronostic d'un diagnostic tardif de troubles du neurodéveloppement. Oui. Voilà, ça c'est les statistiques. Donc non, nous ne devons pas avoir un discours bienveillant.
Parce que c'est vrai, on n'a qu'une envie, c'est d'être rassuré. Hein. Soyons clairs, on n'a qu'une envie, c'est de vous entendre nous dire. C'est bienveillant de dire la vérité. C'est ça qu'il faut dire la vérité. Vrai. Après, non, mais là, je vais défendre les cardiopédiatres. C'est qu'en fait, on ne maîtrise pas le sujet. Donc, le cardiopédiatre n'est pas capable de tout. Il faut savoir le dire. Ça n'est pas notre spécialité. Donc, quand il y a une alerte, il faut référer, quelle que soit cette alerte, à un professionnel. Moi, c'est à la rigueur le seul message de ce DU. Il ne faut surtout pas commencer à dire au cardiopédiatre de passer une demi-heure à écouter ou à diagnostiquer ou à dépister parce qu'on n'est pas compétent et qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas les ressources. Donc, il faut avoir par contre des vrais experts près de soi, des neuropédiatres. Il y a aussi quand même des pédiatres qui sont formés dans les réseaux de périnatalité qui sont en ville, qui sont parfaitement à même de réintégrer le patient dans le bon parcours. Hein. Voilà. Et des neuropèdes, enfin, voilà, plein de gens que nous, on a rencontrés en tout cas, qui sont très en demande aussi sur ce sujet-là, du coup, et qui sont très intéressés et qui sont prêts aussi à collaborer et à trouver les réseaux et les créneaux pour aider nos enfants. Donc, le terrain est favorable. Absolument. Merci beaucoup, Audrey, pour ce témoignage. Et merci pour l'opportunité de pouvoir parler de ces sujets vraiment importants aujourd'hui avec vous. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Petite pause de 5 minutes maintenant? Vous voulez qu'on enchaîne sur le tour? Non, petite pause, le temps que, voilà, que je m'installe. Hop. Ouais. Une question pour Johanna? Pour nous? Oui. Ouais. Pour Johanna. Vas-y. Alors, on a commencé depuis le mois d'avril. On fait pour le moment une demi-journée par semaine sous forme d'hôpital de jour. Où, au fait, nous, les cardiologues, on n'intervient même pas. Il y a la neuropédiatre, sauf si vraiment en même temps il faut un examen cardio. Mais l'essentiel est vraiment basé sur le côté psychologique. Donc, il y a une psychologue qui intervient. Il y a la neuropédiatre qui intervient. Il y a une kiné psychomotricienne qui intervient et une diététicienne qui intervient. Parce que comme l'a montré Johanna, la diététique, enfin la nutrition des petits, tout est intriqué, tout est extrêmement important. Alors, elle ne voit pas beaucoup de patients sur une matinée parce que il s'agit de vraiment bien les voir, de bien les examiner. Donc, elle voit trois enfants sur la matinée. Et donc, il y a plusieurs intervenants qui examinent, et les parents adorent. Ils adorent. Et là, on est dans... Alors, pour le moment, les patients qu'elle voit rentrent surtout dans des protocoles de recherche qu'on a établis, qui sont des protocoles prospectifs. Mais on a un très, très bon retour des parents. Hein. C'est vraiment, ils se sentent pris en charge, ils se sentent... et ça permet de détecter, mais très, très précocement. Enfin, bon, je ne suis pas du tout neuropédiatre, mais des petites choses et qui, à ce moment-là, permettent d'orienter... changer les stimulations, comment vous avez sélectionné les malades, puisque 3, c'est pas beaucoup? Alors là, pour le moment, c'est ceux qui rentrent dans les études. Le but, évidemment, comme partout à Marseille, on n'a pas plus de moyens, même éventuellement moins qu'ailleurs. Mais voilà, on y va tout doucement et je pense que... Voilà. Mais on le fait comme ça. Mais oui, il faut être entouré, c'est ce que j'ai dit. Il faut arriver à motiver... les neuropédiatres, les psychologues, les nutritionnistes, les psychomotriciennes, etc. C'est une vraie surspécialité en soi. Et c'est vraiment important pour les parents. Et par rapport au témoignage de la maman, moi, je pense qu'il faut quand même rajouter aussi qu'il faut quand même si on n'est pas neuropédiatre, les parents, moi, ce que je remarque, alors c'est peut-être parce que je vieillis et que les parents n'osent plus me dire que ça va mal, mais je dois souvent aller chercher. Alors, il ne faut pas grand-chose, ça va à l'école, il a des copains, il est bon en maths, des petites choses, des petites questions, et ça va à l'attention, et ça suffit pour dépister. Mais les parents ne le disent pas toujours spontanément. Contrairement à ce que la maman, elle l'a dit plusieurs fois, elle n'a pas eu de retour. Mais moi, dans mon expérience, j'ai beaucoup de mamans qui, je dois vraiment leur demander « Ah non, en fait, il n'est pas bon. Ah non, il a des troubles de l'attention. Ah non, et à ce moment-là, oui, on les dirige. Mais il y a un côté actif. Alors, il ne faut pas passer une demi-heure, comme disait, ce n'est pas notre rôle et on n'a pas...
Mais pendant qu'on fait les cours, hein, ah, il est bon, à l'école ça va, il a beaucoup de copains, etc. Et puis bon, c'est bon. Et vous faites un petit profil rapide. Et du coup, les langues se délient. Hein, il faut parce que souvent les parents ils n'osent pas dire que ça va pas. Le handicap neurodéveloppemental, c'est tabou. Pour eux, ils n'ont pas encore reçu l'information qu'il y avait un lien entre ça, et pas tous en tout cas, et le cœur. Il y a un signe que moi j'ai beaucoup vu dans ma pratique, c'est l'agacement des parents. Ouais, quand l'enfant a, alors c'est plus pour le TDAH, mais pas seulement, quand l'enfant a des problèmes de concentration, quand il a des difficultés, etc. Ça, c'est un grand classique, le handicap neurologique, neurodéveloppemental. Pour les accompagnants, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est aussi associé à de la maltraitance. Sans aller jusque-là, moi, j'ai jamais vu personnellement de situation comme ça, mais en tout cas, j'ai très souvent mis le doigt sur ce problème-là parce que je trouvais les parents un peu agressifs, un peu agacés avec ce petit qui comprenait pas toujours. Il dit, mets-toi sur la table d'écho, le gamin, il regarde partout, il répond pas tout de suite, et là, la mère, elle se fâche, ou le père se fâche. Moi, c'est des petites choses, mais encore une fois, je suis pas neurologue, donc c'est des espèces de petits signes indirects, à mon avis, très partiels et pas du tout, pas très objectifs. Mais bon, il faut être sensibilisé à ça. Mais à mon avis, la solution, c'est d'avoir une liste des cardiopathies les plus à risque et de les envoyer de manière systématique à des centres faits pour. Et c'est ça notre objectif. Et ça va être votre génération. Hein. Nous, on nous a pardonné de ne pas le faire parce qu'on était dans une génération d'avancée, de la chirurgie, de l'anesthésie, du diagnostic prénatal. On ne vous le pardonnera pas. Tu mets la pression là. Bah oui, mais il faut les réveiller parce que regarde là, ils sont. Bon, attends, moi je vais pas. Allez, c'est ton cours. Là.